Messieurs, merci de l'invitation. Il y en a qui vont arriver encore un peu en retard, mais bon, ils prendront le temps en route. Donc, plus qu'une conférence, en réalité, c'est un partage que je fais avec vous. J'ai amassé pas mal de choses, et donc je vais les partager avec vous. Je vais essayer de vous en transmettre la plus grande partie. Je ne ferai pas tout aujourd'hui, mais je ferai le maximum. Alors, c'est pas une question piège, mais est-ce que parmi l'auditoire, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de pêche-maro? Bon, mais ça va déjà. Donc, ça me fait 5 minutes. Donc, il faut quand même introduire, bien que ce soit hors de la période prévue, parce que Sijan, quelque part, est l'héritière de pêche-maro. Nous avons une universitaire catalane qui s'appelle Marie-Josée Pena, qui a travaillé sur les rouleaux de plomb et qui a trouvé un nom, Saigante. Saigante, pour elle, ça correspond à pêche-maro. Parce que c'est un autre port, une autre destination portuaire qu'Empurias. Et elle dit, si Saigante, c'est pêche-maro, il y a de fortes chances aussi que de Saigante soit venu Sijan. Et nous, la première attestation que nous avons écrite du nom de Sijan, ça ressemble beaucoup. Alors, je ne sais pas comment il faut le prononcer à l'époque, au IXe siècle. C'est Diana ou c'est Giana, voilà. Mais c'est pas très loin de Saigante. Donc, pêche-maro, c'est quand même un emporion pré-romain qui est, donc, vous le savez, près de la Berre, au nord de la digue du Plat, et qui a duré de 7 siècles avant Jésus-Christ pour être détruit 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc, dans quelle mesure Sijan est-elle héritière de pêche-maro? Simplement parce que pêche-maro était déjà, en même temps qu'une place forte, c'était un port, avec tout un tas de destinations dans la Méditerranée, tant vers l'est que vers l'ouest et que vers le sud. Et Sijan a hérité de ça. Ça ne s'est pas arrêté avec pêche-maro. Pêche-maro a été détruite, mais n'empêche que dès que sous l'Antiquité, un noyau s'est reconstitué, ces transmissions, ces voyages, ces échanges ont perduré. Alors pour l'Antiquité, normalement, il avait toujours été prévu que c'était M. Yves Solier qui devait faire l'Antiquité. Bon. Donc je vais vous la passer très vite. Sachez que pour l'Antiquité, d'ailleurs pour pêche-maro aussi, il y a des choses écrites. Hein. Là, il y a des sources écrites. Pour pêche-maro, il y a Éric Gailledrin dernier. Pour l'Antiquité Sijan-romaine, il y a Laurent Savarez. C'est un livre, c'est un livret qui est abordable et qui est assez facile à se procurer. Par contre, voilà, que vous voyez quand même, que vous ayez une idée, même si ce n'est pas très visible, de voir toutes les zones romaines qui ont été découvertes à Sijan. Vous reconnaissez là-haut Port-Mahon, l'île de Lot, donc ce que vous avez là-bas sur la photo, là-bas, vous voyez, et tout ce qui est marqué, ce sont des sites où on a fait des découvertes romaines. Il y a aussi des découvertes pré-romaines, entre autres à l'île de Lot, à Port-Mahon. Mais ça veut dire que pour l'occupation gallo-romaine, Sijan c'est une ville très riche. Je veux dire, on a énormément de choses. Et non seulement il y a des villas, mais il y a aussi plusieurs nécropoles. Alors, est-ce qu'à chaque noyau d'habitat correspondait à une nécropole? Une nécropole, ça, on ne sait pas. Mais il y en a beaucoup. Hein. Et dans ces nécropoles, M. Soignier, qui a passé beaucoup de temps à fouiller celle des Aspres, a découvert donc une occupation gallo-romaine, une occupation visigothique, et puis après, les chrétiens, les familles chrétiennes. Donc, l'occupation romaine, c'est 125 avant Jésus-Christ, 121 avant Jésus-Christ, ça commence. Et à Sijan, M. Campardou, Joseph Campardou et Yves Solier avaient mis la main sur ce qu'on appelle les miliaires. Le miliaire, c'est une grande borne, voilà, qui servait donc tous les milles, il y en avait une.
Et ils ont trouvé celui qui était vers Feuillat et Treille, et qui surtout porte une inscription de Aenobarbus. Et Aenobarbus, c'est un de ces premiers chefs romains qui marquent l'occupation romaine. Smilière, pour des raisons, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs thèses. En tous les cas, au lieu que ce soit Sijan qui l'a, c'est Narbonne. Mais Sijan a quand même une copie. Voilà. Alors, les villas gallo-romaines, dans le livre de Laurent Savarès, la majorité, celles qui sont dans la plaine, ce sont ce qu'il appelle des villas vivrières. C'est-à-dire des villas, des domaines où on cultivait les céréales, la vigne, les olivettes. Et par contre, à Cossague, côté Saint-Michel, Campardou, Solier, et un peu plus tard la Corinne Sanchez, on fouillait une villa qui, elle, est d'un tout autre type. C'est ce que, à Narbovia, ils appellent ça les villas maritimes. Les villas maritimes, par rapport à ces villas qui sont des domaines agricoles, ce serait la villa de luxe. La villa destinée à un proche de l'empereur ou quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas du tout le même type de villa. Et la preuve, c'est qu'à celle de Cossague a été trouvée une pierre avec écrit en mosaïque un nom, Acarius. Et donc, ça déjà, c'est la marque d'un autre type de villa. Voilà. L'occupation romaine, on sait que les transferts, que les trajets, que les allers-retours ont continué grâce aux monnaies, aux découvertes de monnaies. Ce sont les découvertes de monnaies qui disent ah, ma monnaie, cette monnaie-là, elle n'a pas été frappée dans un atelier de la Gaule romaine, elle a été frappée à Rome, elle a été frappée à Byzance, etc. Donc on sait qu'il y avait, ça continuait cette histoire de transfert entre ceux qui... On ne sait pas si ça s'appelait Stygian, on ne sait pas comment ça s'appelait à cette époque. C'était donc tout un ensemble de sites, mais ça continuait à correspondre avec le bassin méditerranéen et aussi l'Espagne, la Catalogne. Donc, à un moment donné, cette période se termine à peu près vers 400 et arrive une nouvelle vague d'occupants, ce sont les Visigoths. Narbonne a été capitale wisigothe à la place de Toulouse en 506. Ensuite, la capitale goth s'est déplacée encore plus au sud, Barcelone, Tolède, etc. Pour Sijan, l'occupation wisigothe se traduit surtout par les nécropoles. Dans ces nécropoles donc, que M. Soulier a trouvées, il y a, je vous ai dit, il y a des tombes gallo-romaines, mais à côté, il y a des tombes wisigothes. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas les restes du corps, c'est ceux qui l'accompagnent. Pour les gallo-romains, ce sont des lampes à huile. Souvent, quand il y en a des monnaies, ça permet de faire la différence. Des vases, des choses comme ça. Pour les Visigoths, c'est plutôt des armes, souvent des armes qui ont été brisées, ployées, des colifichets, des bijoux, etc., etc. Donc ça, on en a un peu au musée de Sijan, on en a gardé un peu. Là aussi, les monnaies, M. Scofier cite quelques monnaies wisigothes, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a certainement d'autres trouvailles, mais tout le monde n'a pas pris la peine de déclarer qu'il avait trouvé une pièce de tel roi ou tel chef wisigoth. Voilà. Donc, on sait que les Visigoths sont restés pendant les siècles à Sijan. Au musée, on en a un peu de traces, mais pas énormément. Voilà, donc on en arrive à la période pour laquelle je voulais faire surtout ma conférence. Donc, c'était de la bataille de la Berre, et je n'arriverai pas à la Révolution, loin de là. Pourquoi la bataille de la Berre? Parce qu'on a la chance d'avoir un chroniqueur
qui a raconté cette bataille. Là, il a, personnellement, je pense que celui qui a dicté ce récit assistait à la bataille. Et en tous les cas, ça nous donne une mention. On sait que vers l'Anse d'Olivier, vers Port-Mahon, on sait qu'en 737, les Francs ont pris des embarcations des autochtones pour poursuivre les fugitifs arabes qui essayaient de regagner des navires. Il n'y avait pas tant de mouillage que ça. Soit ils étaient à l'île de Lot, soit ils étaient à Port-Mahon. Et donc, les Francs ont pris des embarcations des autochtones, des indigènes, et avec ces embarcations, ils ont poursuivi les fugitifs arabes et ils les ont tués dans l'étang. Voilà. Ce qui montre qu'en 1637, il y avait une population autochtone autour de l'étang. Je vous ai dit que M. Solier, sa villa, celle qu'il a faite, là, elle se trouve en bas de la photo, vers Saint-Michel. Avec Masqui et avec le patrimoine, on est en train de trouver autre chose de l'autre côté, vers l'Anse d'Olivier, vers Sablou. Le problème, ce sera la datation. C'est quelque chose qui est multiséculaire, avec des ouvrages très différents. Et donc, la difficulté, ce sera de le dater, mais il y a quand même des tégulars, dont les études plates romaines, dont déjà, on sait qu'à un moment donné, ça a existé pendant la période romaine. Après 737, il y a eu l'occupation même déjà, non, c'est pas après 737. 737, l'occupation de Narbonne avait déjà été effective, puisque si Charles Martel est venu en 737 ici, à Narbonne, et à Sijan, c'était parce qu'il avait l'intention de prendre Narbonne. Il comptait bien prendre Narbonne aux Arabes. Donc, il s'était tourné de Narbonne, du siège de Narbonne, pour venir à Sijan, parce que l'émir de Cordoue avait envoyé une armée de secours pour débloquer Narbonne. Donc, ce qui a été vaincu, ce qui a été battu sur le bord de la mer, et les historiens modernes comme Sénac, Langlois, M. Darbier, disent bataille de Sijan. C'est bataille de la mer, mais c'est aussi bataille de Sijan. Pendant longtemps, les Portugais ont tiré vers eux la bataille de la mer, et pour ça, ils ont transformé le Castellas, ce fameux Castellas qui n'a jamais été autre chose qu'une tour à signaux, ils en ont fait le palais visigothique. Non, tout ça, c'est... Voilà, la bataille de la mer, elle s'est déroulée du côté de Sijan, sur le territoire de Sijan, et elle a fini vers l'Anse de l'Olivier, quelque part entre l'Anse de l'Olivier et Port-Mahon. Donc, là, en 759, Pépin le Bref, par la diplomatie, obtient ce que son père n'a pas obtenu par les armes. C'est-à-dire, il transige avec la population narbonnaise, il accepte de céder des choses. Aux Goths, il leur promet, aux Visigoths, il leur promet qu'il les laissera. Les Goths étaient déjà chrétiens à cette époque. Ils n'étaient pas tout à fait chrétiens c'était pas l'église romaine, mais ils étaient déjà chrétiens. Et donc, Pépin le Bref leur dit, je vous laisserai continuer vos rites selon votre mode. Et je vous m'éteindrai des lois goths. C'était déjà pas mal. À la population juive, il leur avait dit, je vous autoriserai la transmission des biens à l'audio. Les biens à l'audio, ça veut dire que ce que chaque famille avait en propre. Donc, ça pouvait passer du père en fils. Donc, avec des promesses comme ça, lui, il a eu Narbonne. Alors que son père par le siège, ne l'avait pas eu. Et ça marque, donc, pour nous, ça marque quand même un mouvement important, un changement important. Narbonne passe sous la domination franque. Donc, du coup, il y a toute une réorganisation qui s'opère. Il faut reconquérir les territoires entre Narbonne et les Pyrénées.
et un peu aussi du côté de Carcassonne. Et on en arrive là à un événement important, c'est ce qu'on appelle la restauration carolingienne. Donc, ça veut dire que à un moment donné, il va falloir remettre en culture et, si besoin, repeupler les zones qui ont été dépeuplées. Et Sijan fait partie de ces zones dépeuplées. Ce n'est pas tellement que les Arabes s'étaient acharnés sur Sijan, non, ça il ne faut pas fantasmer. C'est simplement que les maîtres de Sijan, ceux qui avaient les grands domaines, c'était peut-être déjà les ecclésiastiques. Or, ceux qui ont le plus fui la présence arabe, ce sont les ecclésiastiques. À partir du moment où Narbonne tombe sous la coupe des Arabes, les archevêques disparaissent. Voilà. Donc, Sijan, après que Narbonne soit passé sous les Francs, apparemment Sijan est carrément dépeuplé et les domaines sont abandonnés. Donc, en travaillant, c'était quelque chose au départ, on faisait ça de pair avec monsieur Hans Marchus. Et pour nos premiers travaux, on a obtenu un diplôme qui est le premier diplôme, un précepte qui cite Sijan. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Diana ou c'est Giana. Jusqu'à présent, c'est l'acte le plus ancien qui cite Sijan. Il y a, dans l'histoire de Languedoc, on parle d'un lieu dit Ad Signa. Non, Ad Signa, ça veut dire là où il y a un signe, là où il y a un amer, là où il y a quelque chose de visible, de repérable. Non, la première mention sûre de Sijan, c'est celle-ci. Ce diplôme, il est de 889. Il a été donné pour des raisons politiques en même temps que beaucoup d'autres. Mais il couvre 3 générations. C'est-à-dire qu'on confirme au fidèle Wigfrid, on lui confirme. Alors, ça ne concerne pas que Sijan. Ça confirme aussi des biens qu'il avait vers les Ignans. Mais pour nous, ce qui est important, donc, c'est Diane, le lac, et puis après, ce qu'il avait aussi du côté de son père, en Géronée. Donc, ce qu'il avait ici, à Sijan, on dit que ça avait été tenu avant lui par son grand-père et par sa mère. Donc, ça fait 3 générations. Si on compte 3 générations, ça veut dire que la restauration de Sijan s'est opérée vers l'an 800. Donc, vers l'an 800, après les premières incursions des Francs dans le nord de l'Espagne, ça n'a pas bien marché, les premières incursions, tout le monde Roncevaux. Bon. Quand les Francs reviennent la queue entre les pattes, avec eux, ils ramènent aussi ces Goths qui s'étaient rangés de leur côté. Les Goths qu'on appelle Hispanie, étaient chrétiens, s'étaient rangés du côté des Carolingiens, et donc ils ne pouvaient pas rester en Espagne. Non, ils reviennent. Et les Carolingiens les chargent de remettre en culture plusieurs. Alors, il n'y a pas que Sijan. Je vous dis, il y a les Ignans, il y a du côté du Biterrois, tout ça. Nous, ce qui nous importe, c'est Sijan. Voilà. Donc, ils viennent. Il n'y a pas que les nobles. Ils viennent des nobles, oui, c'est sûr. Le grand-père de Wigfrid s'appelait Stéphane. C'est un noble. Son gendre, c'est un noble. Il est même comte en Géronée. Ce sont des nobles. Mais ils viennent et ils amènent des gens. Ils amènent de leur sujet. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'ils les fassent venir de suite parce que eux, ils sont venus avec la colonne franque qui rentrait, mais ils les ont fait venir, peut-être même par bateau. Parce que déjà, à cette époque-là, quand on faisait une expédition, comme les Arabes avaient fait en 737, les Arabes, ils avaient envoyé une colonne terrestre, mais il y avait aussi des bateaux. Eh bien, les Francs, ils faisaient pareil. C'est-à-dire, on envoyait une colonne armée, et pour l'intendance, etc., on envoyait des bateaux. Donc, il est possible que quand les Francs sont revenus du nord de l'Espagne, peut-être qu'il y avait des bateaux qui ramenaient des sujets de ces Hispaniques. En tous les cas, ce sont ces Goths qui ont donc repeuplé Sijan et qui, en même temps,
ont importé certaines des choses qui étaient en pratique dans leur région d'origine, le Gironais, et entre autres le culte. Donc c'est comme ça, la plus ancienne patronne de Sijan, c'est une Sainte Réparata, donc la voisine la plus proche, de Saint-Jérôme. Et après, il y a le fameux Saint Féliu, Saint Félix, Saint Félix de Gérone, qui est encore le patron de Sijan, et qui très certainement est venu grâce à cet apport de Jean du Gironais. Voilà. On a la preuve qu'en quelques décennies, le repeuplement du Sijanais était opéré. Donc là, le diplôme de confirmation au fidèle Wilfrid, il est de 889, et l'acte important suivant, il est de 921. Alors en réalité, cet acte, il y a plusieurs manières de le dater, parce qu'il n'est pas daté par rapport par rapport à Jésus-Christ, il est daté par rapport au règne d'un roi. Le problème des règnes des rois, c'est qu'il y avait plusieurs manières de commencer un roi. Soit des fois, il était associé avec son père. Des fois, il était roi, mais en réalité, c'était quelqu'un d'autre qui régnait. Il fallait qu'il attende que le rival meure. Bon. Donc, cet acte-là, il y a plusieurs manières de le dater. Moi, je choisis 921, parce que 921, ça correspond aussi à l'événement où l'archevêque de Narbonne est établi à Narbonne, et que la date suivante, c'est 926. Et en réalité, ce n'est pas sûr du tout que le bénéficiaire de cette donation soit encore vivant en 926. Dans cet acte, c'est la donation de Visigoth encore, qui s'appelait Theuderic et Sposia, dont un couple, et qui sont les héritiers de Wigfrid. Ils donnent à l'archevêque de Narbonne, qui s'appelle Agio, Agius, les noms se déclinent. Il lui donne pratiquement tous Sijan. En tous les cas, tout ce qu'ils avaient Sijan. Et là, on reconnaît déjà des noms qu'on connaît. C'est-à-dire que, alors, c'est plus Ségiane, c'est la villa Seyane. Mais on reconnaît l'étang Boyer, on reconnaît le Salin, qui s'appelle l'étang Salario, la Rénaude, dont la Rénaude, Marc Pala m'a montré un jour où c'était, c'est entre Bellevue et les Cavettes. Qu'est-ce qu'il y a après? Les plages, les plages, c'est vers Cap de Romanie. Et puis après, il y a un lieu dit de Congusto, et ça, M. Solier et M. Varchous, ils le plaçaient au lieu. Donc voilà, ça donne un territoire qui partait du lac et qui allait pratiquement jusqu'au sud de la Nouvelle. Et ce couple, pour une raison indéterminée, offre tout ça à l'archevêque de Narbonne. Et ça va servir, cette chose-là, va servir de base à la seigneurie de Sijan, qui va se transmettre d'archevêque en archevêque. Donc la donation est de 921. Alors, et on décrit, quand ce couple décrit ce qu'il donne, ce sont des terres qui sont exploitées, avec dessus des manses. Dans des manses, c'était la plus petite unité de culture. Ça veut dire qu'il y avait un petit mas, il y avait des vergers, il y avait toutes les systèmes d'arrosage, il y avait tout. Voilà. Donc c'était il donne un Sijan qui est déjà rénové. Les deux successeurs de l'archevêque Agio, qui est mort très peu après sa donation, je pense qu'ils se sont contentés de recevoir cette donation. Et en tous les cas, le second, qui s'appelle Ermango de Narbonne, qui était un fils du vicomte de Narbonne, il a fait un testament vers 1010, et dans ce testament, Sijan ne vient pas. Alors qu'il parle de Feuillat, alors l'idée c'est que, d'après moi, il n'avait rien commencé, Sijan. Il s'était contenté d'en prendre possession et surtout de recevoir les revenus. Parce qu'il faut vous dire que tous ces domaines versaient des revenus. C'est ça aussi le principe. Une terre est exploitée, ce n'est pas l'archevêque qui avait ses belles mains pour exploiter Sijan, non. C'était des indigènes, c'était déjà, en réalité, la population était déjà bien mélangée, hein. Il y avait un peu de tout là. Et ces gens payaient donc des redevances.
Et celui qui aurait fait le castrum de Sijan, c'est un archevêque qui s'appelle Guifred. Alors, déjà, voilà, pour le terme castrum. Le problème, c'est qu'il y a un terme latin, castellum, qui lui désigne spécifiquement le château. Mais ces gens qui ont fait des inventaires, que ce soit Roque en 1649, Mouines sous le Troisième Empire, tous ces gens ont eu tendance à traduire castrum par château. Non, ça ne colle pas. On le voit pour les bonnes raisons que, des fois, si on suit bien le l'acte, alors le château de Sijan, il serait allé jusqu'à Pissevac. Non. Quand on dit castrum, c'est le bourg castral, la place forte, c'est ça. Et donc, d'après un auteur anglais qui s'appelle Louis Cheyette, c'est Guifred qui en est l'auteur. Ce Guifred, il n'avait rien pour faire un archevêque. C'était le fils d'un comte de Sardaigne. Comme ses frères, il avait été élevé dans le métier des armes. Mais adolescent, son père a trouvé que ce serait bien de nous doter d'une charge intéressante et qui ramène des pépettes. Et il lui achète l'archevêché de Narbonne. Et il lui paye une fortune. Le père le paye en or, avec des milliers de pièces d'or qui certainement avaient été prises aux Arabes. Et il paye en partie à la famille vicomtale de Narbonne et une partie à la maison des Raymondains de Rouergue qui avait soi-disant des droits sur Narbonne. Guifred, son âge, il faut pas trop s'y fier parce qu'on dit qu'il serait né vers 1006. En réalité, dès 1019, en 1019 déjà, il est reconnu, il est archevêque de Narbonne. Et dès 1022, il est déjà en guerre contre ses cousins les vicomtes. Donc pour cet auteur qui s'appelle Cheyette, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui a écrit sur la vicomtesse Ermengarde. Pour cet écrivain anglais, le château de Sijan faisait partie, le castrum de Sijan faisait partie d'une ceinture de châteaux qui était destinée à combattre les vicomtes de Narbonne. Par des actes qui sont postérieurs, on sait que c'est Guifred qui, le premier, a agencé Sijan, Châtellenie, Seigneurie. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Ce n'est pas par des actes de son époque qu'on l'apprend, ce sont par des actes postérieurs. Alors que je vous dise, sur l'histoire de Pechemaro, sur l'histoire romaine, il y a des livres. Sur l'histoire de Sijan apportée au Moyen-Âge, il n'y a pas de livre. Donc, d'où je tire mes sources, elles sont surtout les inventaires. Donc, un inventaire qui s'appelle l'inventaire Roque, qui est assez difficile parce qu'il y a une partie Sijan, c'est vrai, il y a une partie Sijan, mais si on ne s'y tient qu'à la partie Sijan, eh bien on loupe plein de choses. Arrêtez, il faut tout faire. Et les dates concernant Saint-Félix, la chapelle Saint-Martin et tout ça, eh bien elles ne viennent pas de Sijan. Dans la partie Sijan, elles n'y sont pas. Dans le Mouines, c'est pareil. Mouines, c'est en plusieurs volumes, c'est plus tardif, il y a énormément de données, mais là, il y en a un peu ici, un peu là, et voilà, il faut, voilà. Donc finalement, mon travail, moi, ça a été de collationner un peu tout ça. On avait commencé avec M. Barchouz, on avait commencé à faire une espèce de cartulaire sur ces gens. Mais bon, il a fallu continuer. Donc, ce sont ces actes qui montrent que c'est ce Guifred qui est le premier à organiser ces gens. Guifred, il a quand même tenu 60 ans. Il a été archevêque de Narbonne de 1019 à 1119. Et pendant la moitié de son épiscopat, il était en guerre contre les vicomtes, avec lesquels il était cousin d'ailleurs. Il était cousin des vicomtes de Narbonne, mais il était en guerre contre eux. Pourquoi? Certainement déjà pour les histoires pour Narbonne, pour la possession que chacun prétendait avoir en Narbonne. Je présume que déjà à l'époque, il devait y avoir déjà certains faux qui avaient été émis. En tous les cas, voilà, ils n'arrivaient pas à s'accorder. Et à un moment donné, Guifred, il avait un oncle tout différent de lui, plein de sagesse,
reconnu et aimé de tous, qui a essayé de pacifier, s'appelait l'abbé Oliba, qui était un évêque de Vic. Il a essayé de mettre la concorde entre eux, mais ça n'a pas duré. Finalement, Guy Fred, il s'est fait excommunier par le pape, mais pas pour l'histoire de guerre, pour la simonie. Ça, c'est vrai qu'à cette époque, ça allait de soi. Toutes ces grandes familles, elles essayaient de s'accaparer les archevêchés, les évêchés, les abbayes, ceux qui rapportaient le plus, et d'en doter un fils, un frère, etc. etc. Et donc, Guy Fred, à qui son père avait acheté l'archevêché de Narbonne, lui, il avait acheté l'évêché d'Urgell pour un frère, et il avait payé aussi une fortune. Donc, quand il a été excommunié, c'est pour ça. Mais pas pour avoir combattu. Et l'histoire que Guy Fred est un prélat guerrier, ce n'est pas d'une invention, lui-même le dit. À un moment donné, lui-même, dans un acte, dit qu'il va déposer les armes. Oui, il le dit, mais il ne le fait pas. Donc, après Guy Fred, il y a des archevêques qui s'impose parce qu'il est le fils du vicomte de Narbonne, Pierre Béranger, et l'archevêque d'Almas, qui lui est nommé par le pape. D'Almas était abbé de la Grâce, c'était un véritable religieux, alors que Pierre Béranger, ben, c'était un peu comme Guy Fred. Hein, voilà. On l'avait pourvu d'un évêché de Rodez, et bien sûr, il s'était accaparé de l'archevêché de Narbonne, qui rapportait beaucoup plus. N'empêche que Dalmas a dû attendre quand même 6 ans avant de pouvoir enlever l'archevêché de Narbonne à Pierre Béranger. Entre-temps, et là, pour Sijan, de quel côté était Sijan, on ne sait pas trop. Mais en 1080, Pierre Béranger fait une grande assemblée dans la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur, et à ses côtés, il a, parmi son entourage, il a un noble qui porte le patronyme de Sijan, c'est-à-dire dans la forme ancienne, la forme Séjan. Et donc, ça veut dire que un des seigneurs principaux de Sijan, il s'appelait Bermundus, Raimundi. Alors, Raimundi, ça veut dire Bermond, fils de Raymond de Séjan. Et il fait partie de l'entourage de Pierre Béranger. Et l'acte que passe Pierre Béranger à ce moment-là est important, parce qu'avec sa famille, ils font donation au chapitre Saint-Just-Saint-Pasteur toutes les dîmes du sel récoltées dans les salines de leur territoire jusqu'à la mer et incluant les salines de Sijan. Ça veut dire que depuis Pêche-Mao, les salines de Sijan, elles avaient perduré. On comprend bien qu'à l'époque romaine, ils n'avaient pas laissé périr ça. La preuve, c'est que beaucoup plus tard, il a été découvert près du Salin des monnaies de l'époque de Tibère. Mais là, à ce moment-là, quand cette donation a lieu, les salines de Sijan sont attestés. Donc, Dalmas et Pierre Béranger, pour Sijan, ils n'ont pas fait grand-chose, puisqu'ils se sont combattus. Le suivant, non plus, n'a pas fait grand-chose, parce que c'était un évêque de Nîmes, Bernard de Montredon, et en réalité, il était à couteau tiré avec la famille vicomtale de Narbonne. Donc, on ne sait même pas s'il est venu à Sijan. Par contre, l'archevêque suivant, Richard de Milhaud, alors lui, Richard de Milhaud, 1106, 1121. Lui, c'était un personnage important. C'était, par sa mère, il descendait aussi des vicomtes de Narbonne. Et il avait succédé à son frère comme abbé de Saint-Victor de Marseille. Et c'était un lettré. Et le pape en avait fait son légat pontifical. Donc quand il arrive à Narbonne, si les vicomtes de Narbonne croyaient avoir fait une bonne affaire, non, pas du tout. Parce que la première chose qu'il a faite, lui, il a essayé de recadrer. Il a estimé que depuis l'archevêque Guy Fred, l'église de Narbonne avait perdu énormément de choses.
Et quand il ne trouvait pas dans les cartulaires de l'archevêché, quand il ne trouvait pas d'acte pour attester de la possession, eh ben, il faisait comme il avait fait pour la grâce. À un moment donné, il voulait faire passer la grâce sous la domination de Saint-Victor. Et là, on sait qu'il a fait des faux. Et bien là, pour le reste aussi. Quelqu'un qui m'a dit des faux, eh ben, s'il est fait pour une chose, il est fait pour les autres. En tous les cas, il a réclamé à tous ces châtelains, il leur a réclamé de rendre non ceci, cela. Et donc, ceux de Sijan, comme les autres, ont dû y passer. Parce que certainement que pendant l'épiscopat de Pierre Béranger, de Dalmas, de Bernard de Montredon, certainement que les châtelains de Sijan, ils avaient été laissés un peu livrés à eux-mêmes. Donc, lui recadre tout ça, et lui, on sait par son successeur, on sait qu'il est venu à Sijan. Lui, ça fait partie des archevêques de Narbonne qui sont venus au castrum de Sijan. Ils y ont alors, tu as mis voilà dans le castrum. Donc, quand ce qui arrose au milieu, c'était le château lui-même. Les petites maisons qui sont autour, elles sont en partie sur les douves du château. Les douves, maintenant, ça correspond à la rue du Bassin. La rue du Bassin, qui, selon M. Taillade, selon Raymond Taillade, la rue du Bassin s'appelle la rue du Bassin, tout simplement parce que le château d'eau qui était là à la face du château s'appelait le Bassin. Donc, la rue s'est appelée rue du Bassin. Donc, le château, c'était ça. Il y avait les ponts-levis, on en connaît au moins deux. Il y avait des douves, et très vite, ça s'est construit autour. Par contre, les remparts, on ne sait pas à quel moment ils ont été bâtis, ces remparts. Peut-être même que ces remparts, ils ont été extensibles. Peut-être qu'il y en a eu d'abord des plus proches. On sait quand ils ont été démolis, mais on ne sait pas. Mais ce qui est certain aussi, contrairement à ce que j'ai entendu dire par certains, c'est qu'ils étaient là avant la croisade des Albigeois. Donc, le castrum de Sijan, c'est ça. Ça s'est étendu au fur et à mesure par rapport à ça. La logique aurait voulu que ce castrum ne soit pas là. La logique aurait voulu qu'il soit sur le calvaire. Parce que Sijan, à l'époque, était en train de se développer sur le calvaire. Pourquoi il est là? Peut-être pour des raisons stratégiques. Parce qu'au nord, il y a une allez, un dénivelé, voilà, une petite. Et donc, c'est là, tout le long du nord, allié, et une falaise, une petite falaise, et il y en a une plus petite, là, du côté de la maternelle. Celle qui est du côté de la maternelle, les siècles venant, se comblait. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, il y a de fortes chances qu'il y a eu certainement une occupation aussi gallo-romaine ici, et la zone qui est vers la maternelle, donc la rue des Bergeries, tout ça, et les propriétés des Sauries, ça a servi de dépotoir, ce qu'on appelle le dépôt, c'est-à-dire que tout ce qu'on jetait, et à force de jeter, ça a comblé un peu, mais il y avait une petite falaise, moins importante que l'autre, donc déjà, ça faisait une défense naturelle. Maintenant, il y a peut-être autre raison, peut-être qu'il y avait de l'eau. Apparemment, toujours maintenant, actuellement encore, il y a de l'eau qui sourd, quelque part aux alentours du château, il y a de l'eau qui sourd. De l'eau qui naturellement coule. Et alors, là encore, c'est M. Taillade qui nous avait signalé, dans ses écrits, là, il y a un conduit qui traversait les remparts vers le 222, là. Voilà, par ici. Voilà. Ce conduit existe toujours. Si vous prenez la rue des Remparts et que vous arrivez presque à la fin, vous regarderez, il y a toujours un soupirail, c'est ce conduit. Et Moïse Espinas, qui nettoyait les rues là, qui sont autour, celles qui doivent aller au château, tout ça, disait que quand il jetait des seaux d'eau dans ces rues en pente, l'eau n'arrivait pas jusqu'en bas. L'eau, il l'a jetée, lui, mais l'eau, elle disparaissait. Et elle disparaissait, pourquoi? Parce qu'il y a des conduits. Donc, de l'eau, apparemment, il y en avait. Maintenant, je vous dis, ce sont des hypothèses. En tous les cas, voilà le castrum.
Et c'est sûr qu'il s'est développé au fur et à mesure. Que ce soit un château médiéval, il n'est pas comparable à certains châteaux médiévaux. C'était surtout pour marquer, Guy Fred l'avait fait surtout pour marquer son territoire. Voilà. Là, on est chez Guy Fred, archevêque de Narbonne, mais n'empêche qu'il y avait quand même des hommes, il y avait une garnison, il y avait des soldats. Donc j'en étais arrivé à Richard de Millau. Donc Richard de Millau, qui a été un archevêque donc assez, disons, autoritaire, et qui a surtout essayé de récupérer. Alors, quand il est récupéré pour l'église de Narbonne, non, ce n'était pas tellement pour l'église de Narbonne qu'il l'a récupéré. C'était pour lui, parce que plus l'église de Narbonne était riche, et plus lui était riche. Alors, bizarrement, là, le pape, malgré les règles, quand Richard de Millau est mort en 1021, il a accepté de lui nommer comme successeur son neveu. Donc, c'était ce neveu, Arnaud de Vézou, était évêque de Béziers, et donc Richard de Millau voulait faire son successeur. Et le pape a laissé faire. Le problème, c'est que c'est Arnaud de Vézou, qui était déjà un homme mûr, depuis 1120, il était dans l'orbite des comtes de Toulouse. Il avait été une espèce de mentor pour le comte Alphonse de Jourdain. Il avait gouverné Toulouse. Et en 1142, c'est certainement grâce à lui que le jeune Alphonse de Jourdain a pu épouser la petite héritière de la vicomtesse de Narbonne. Parce que Alphonse de Jourdain était marié, et donc on l'a débarrassé de son épouse légitime pour lui permettre d'épouser une fillette qui doit avoir une douzaine d'années. Bon, la famille de Barcelone, qui était déjà liée au vicomte de Narbonne, y a mis le haut là. Raymond Béranger a fait casser le mariage, et il a marié sa cousine à un fidèle à lui, Pierre d'Ambus. Comme ça, Narbonne restait dans l'orbite des Barcelonais. Mais n'empêche que Arnaud de Vézou avait œuvré pour le comte de Toulouse. Et si bien que moi, je suis persuadé que pendant ce temps-là, il y a eu à Sijan un schisme. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre leur seigneur, les châtelains narbonnais se sont séparés. Et ils ont pris parti pour la vicomtesse de Narbonne, et pour que la vicomtesse de Narbonne soit plutôt reste liée aux Catalans. Ça, pourquoi? Parce qu'en 1145, il y a un acte très important pour Sijan. En 1145, Arnaud de Vézou vient à Sijan et il transige avec les châtelains de Sijan. Alors, cet acte, j'ai pas eu l'acte, il y a un acte entier. Jean Doat avait fait un acte qui contient tout. Moi, j'ai eu que des versions tronquées. Mais en prenant les morceaux à droite à gauche, on comprend ce qui se passe. Donc, il reproche à ces châtelains, qui sont 4, alors Bertrand de Coursan, qui lui est certainement issu de Fabrozan du XIe siècle, Guillaume de Cayteux, qui lui descend aussi de Fabrozan, Raymond de Durban. Alors, les Durban, c'est la maison qui donnera les deux Cléons, qui était déjà implantée à Portel. Et Eudalguier de Sijan, ça c'est de Sijan, c'est une maison qui, à mon avis, descend de Wittfried et tout ça. Ce sont les héritiers des Wisigoths. Donc, l'archevêque vient et leur fait des reproches. Alors, il y a des reproches qui sont anodins. Il dit qu'ils ont outrepassé leurs droits quant à la vente du vin. Donc, déjà, si Jean avait des vignes, il y avait du vin, et c'était l'archevêque qui se réservait pour lui-même d'épouler le vin en premier. C'est-à-dire que les Sijanais qui faisaient du vin, qui avaient du vin à vendre, ne pouvaient le vendre que qu'un archevêque avait vendu le sien. Donc ça, c'est un premier point de désaccord. Ensuite, il y avait l'histoire de jardin. Un des co-seigneurs avait fait un jardin sans demander la permission
l'archevêque, mais les accusations les plus graves, ce sont celles qui sont faites à Bertrand de Coursat. Donc l'archevêque lui l'accuse de s'être emparé des effets que son oncle Richard de Millau avait laissés, les effets que Richard de Millau avait laissés à sa mort au château de Sigean. Donc c'est ce qui fait dire que Richard de Millau, lui, est devenu à Sigean. Et là, le châtelain accusé dit, mais de tout temps, ma famille a disposé du droit des dépouilles. C'est un droit, et ça, ce droit des dépouilles, oui, il existait. Mais l'Église aurait bien voulu le faire sauter. Après, l'archevêque lui dit, oui, mais toi et tes hommes, lors du siège du château de Monteil, vous avez fait du butin, et jusqu'à présent, ni ce que vous avez pris ne m'a été rendu, ni même le château. Et là, Bertrand de Coursat dit, oui, mais ça s'est passé à une époque où vous et moi, on était en de mauvais termes, et donc c'est un fait de guerre, et on ne va pas revenir dessus, et que je sache, aucun des miens n'a gardé quelque chose de Monteil. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment eu à cette époque-là, il y a eu un divorce entre Sigean et l'archevêque. Bon, là, tout le monde se raccommode. De toute façon, Arnaud de Vézou, c'est déjà un homme âgé, et il ne va pas vivre beaucoup. Mais on apprend aussi qu'à cette époque-là, Sigean avait été, ces châtelaines, il y en avait 4, pourquoi? Ce n'est pas qu'ils se partageaient le pouvoir, non. C'est qu'ils faisaient des tours de garde. Ils venaient par trimestre. Donc, dans les actes, on a des actes qui parlent de maisons fortes que devait construire l'archevêque pour la garde du château de Sigean. Mais ça voulait dire que quand c'était Bertrand de Coursat qui venait, c'est lui qui devait venir faire la garde pour un trimestre. Après lui, c'était Guillaume de Pecteux, puis Raymond de Durban, etc. Ça se renouvelait comme ça. Voilà. Donc, je vous ai dit que Arnaud de Vézou, il a très peu survécu à cette affaire. Il meurt fin 1149, et là, le pape ne lui donne pas le successeur qui s'était choisi. Il choisit un Danduse de la même famille que le mari de la vicomtesse, mais qui n'a rien fait pour Narbonne. Après ce Pierre d'Anduse, il y a un Béranger, un premier Béranger. Lui, il est encore dans la maison de Narbonne. C'est encore de nouveau un rejeton des vicomtes de Narbonne, qui était lui aussi avec de la grâce. Et il n'a pas été archevêque de Narbonne longtemps, de 1156 à 1162. Mais par contre, lui, il a reçu les hommages. Il a reçu les hommages de pas mal de seigneurs. Et il était surtout l'avantage qu'il avait, c'est que bien sûr, il était en excellent terme avec sa nièce, la vicomtesse, la grande vicomtesse Armand. Là, pour Sigean, c'était tout bénéfice. Après lui, Pont d'Arsac, c'était un archidiacre de Narbonne. Ça veut dire donc déjà que Béranger avait prévu de se le donner comme successeur. Et là, on a le premier acte royal, le roi Louis VII, octroyé à Pont d'Arsac, en tant qu'archevêque de Narbonne, tout un tas de seigneuries, donc Sigean. Et ça, c'est ce qui a fait croire, d'ailleurs je me trompe, ça avait déjà été fait en 1157, ça avait déjà été fait sous Béranger Ier. Sous Béranger Ier, déjà, il y avait voilà, Louis VII, et c'est ce qui a fait tromper Laurent Savarez. Laurent Savarez croit que le château de Sigean est attesté qu'à cette date. Non, ça c'est la date où lui l'a trouvé dans l'histoire de Garde d'Or. Mais après, je vous dis, dans l'inventaire rock, ça remonte à plus de siècles auparavant. Donc, des actes des rois de France, c'est un peu dangereux parce que ça veut dire que les rois de France ont pris. Maintenant, ils savent qu'il y a Sigean quelque part. Et ils vont s'y intéresser de plus en plus. Alors, sous ce qui s'appelle
Pont-d'Arsac, il y a des transactions à l'intérieur de la maison de Narbonne. Les différents membres de la lignée de Narbonne font des échanges, des trucs comme ça. Quand cet archevêque meurt en 1182, là, il y a un archevêque qui arrive qui s'appelle Bernard Gosselin. À cause de son nom, beaucoup d'historiens ont cru qu'il était originaire de la maison des seigneurs de Lunel. Bon, maintenant, les modernes ils remettent ça un peu en question. Mais il était, lui aussi, avant d'être archevêque de Narbonne, il était évêque de Béziers. Ça, c'est un cas de figure qui est arrivé plusieurs fois. Et c'est un des premiers qui a commencé à compléter. Donc, quand la donation 921 avait été faite, on n'avait pas tout donné. Par exemple, de l'état envoyé, il n'y avait que la moitié. Ça veut dire qu'il y avait un particulier, une héritier qui avait l'autre moitié. Là, sous Bernard Gosselin, lui, systématiquement, il commence à tout ramasser. Et bon, lui, il est archevêque de 1182 à 1191. Les tarifs montent aussi. Quand on échange, quand on acquiert les seigneuries de Sijan, on parle de 700 sous. Alors, à l'époque, les sous, il y avait des sous de Narbonne, mais les sous de référence, c'était les sous melgoriens. Pourquoi? Parce que le sou melgorien, le sou de Melgueul, lui, il ne variait pas. Alors que le sou de Narbonne, tantôt il était là, tantôt il était là. Donc, ça donne aussi une indication. On voit que la valeur des Sijan va en augmentant. Et les archevêques, les mêmes qui faisaient tout pour avoir le plus de choses à Narbonne, à Sijan, ça les empêchait pas à un moment donné de mettre en gage tout Sijan, mais pour de fortes sommes. C'est-à-dire que pour un laps de temps, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, ils livraient à des personnes, à des gens, à des seigneurs, par exemple, de ces gens qui avaient déjà des droits à Sijan, ils leur livraient tout, mais moyennant finance. C'est-à-dire qu'il fallait voilà. Et l'archevêque se gardait en droit de rachat. Donc il restait toujours maître, voilà. Donc après cet archevêque qui a commencé déjà à ramasser pas mal de choses, et il y a quand même une chose peut-être importante qu'il ne faut pas que je passe, malgré le temps. On parle des salines de nouveau. On parle des salines avec... donc ça c'est un acte qui tirait de Roque. C'est en 1181. Ce sont des gens importants, des représentants de l'archevêque de Narbonne, avec les chanoines de Saint-Justin-Pasteur, et ils inféodent à une série d'hommes les salines de Sijan. Alors en réalité, ce n'est pas comme ils disent pour les refaire, ce n'est pas pour les édifier, c'est pour les restaurer. Ces salines, elles n'ont jamais cessé d'exister. Mais c'est, à un moment donné, elles ont certainement... Il y a toujours eu des épisodes ici dans la région, on a toujours souffert d'épisodes cévénols. Chaque fois qu'il y a eu des épisodes cévénols, les salines, elles en prenaient un coup de gencive. Et donc, à un moment donné, ça n'avait plus marcher tellement bien. Donc, il fallait les remettre en activité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on délimite ces salines. Donc, l'étang salin, l'étang salario, autant à l'est, c'était les Cossèges de Bermond de Sijan. Alors, Cossèges, c'était un nom propre, non, un nom commun, c'était un nom commun qui est devenu maintenant un nom propre, ça fait Cossac. Mais au début, c'était les Cossèges. Est-ce que ça voulait dire un genre de Cosse? Donc, à l'est, il y avait les Cossèges de Bermond de Sijan, au nord, il y avait les Cossèges de la vicomtesse de Narbonne, et ailleurs, il y avait des choses qui étaient à l'archevêque de Narbonne. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi, peut-être, il fallait donner, ceux qui allaient exploiter les salines, ils devaient donner le quart du sel esprit à l'archevêque de Narbonne, et du poisson. Alors apparemment, on pêchait du poisson, et il fallait donner une part du poisson aussi à l'archevêque. En plus, ces 8 hommes-là qui sont énumérés, avec des noms de l'époque, Paul, Guillaume, Ponce, Bernard. Des fois, il y a des noms accompagnés post-Crévante. Ça veut dire déjà, Crévante, c'est déjà presque un patronyme. Pierre Raymond, non, Pierre Raymond, ça veut dire Pierre, fils de Raymond. Il y a des Céjans aussi. Alors, est-ce que ça avait un rapport avec cela?
mais ils sont tous qualifiés d'hommes de Villanova. C'est tous des hommes de Villanova. Villeneuve, oui, moi, les Villeneuve, pour l'époque, j'en connais au moins deux. Je connais Villeneuve du Corbière, qui existait déjà, et Villeneuve vers Béziers. Mais c'est trop loin. C'est pas ce Villanova-là je me demande si Villanova, c'est pas simplement un nom qui a précédé Villafranca. Villafranca, ça a précédé Villefosse. Villefosse, pourquoi, j'en sais rien. À un moment donné, de Villefranche, c'est devenu Villefosse. Et je me demande si Villanova, comme ça, avant, c'était pas déjà, en tous les cas, c'était pas loin. Bon. Alors, là, après cet archevêque-là, arrive un second Béranger. Et ce second Béranger, c'est pas du tout le même genre de choses que le premier. Ce second Béranger, c'est un prince. Il est de la maison des... C'est un fils naturel d'un des côtes de Barcelone. Il est frère utérin du roi d'Aragon. Il est l'oncle du roi Pierre II d'Aragon, celui qui sera tué à la croisade des Albigeois. Et c'est un homme de mauvais... C'est un homme malfamé. Voilà. C'est pas quelqu'un de très reluisant. Voilà. Dès 1198, le Vatican, le Innocent III, est mis en garde par ses dégâts contre cet homme. Et on le dit donc, il cumule les bénéfices, il mène une vie dissolue dans des morts coupables et le luxe, il bat la liturgie, il se dispense de faire hospitalité non homme, et surtout, il ne portait aucune aide aux légats pontificaux, et il ne les assistait pas d'ailleurs. Ça, c'était le plus grave. Il ne les assistait pas. Voilà. Et donc, du coup, comme on était quand même dans les débuts dans les préludes de la croisade albigeoise, c'était grave, ça. Et cet homme, d'après les dires, là, jusqu'en début, alors il a eu Sijan en 1192, donc grâce à son rang, grâce à ce qu'il était. Mais de 1192 à 1204, il n'avait pas encore visité son archevêché et il n'avait pas mis les pieds dans la bonne. Donc il n'est pas venu à Sijan. Mais s'il n'est pas venu à Sijan, ne vous en faites pas, il avait envoyé de quoi faire. Il avait envoyé donc, je ne sais pas s'il avait même pris la peine d'envoyer des gens de religion, mais il avait surtout envoyé des gens à lui parce qu'en plus, parmi les torts qu'on lui reconnaît, il fréquentait un certain Nicole, et ce Nicole, c'était ni plus ni moins un de ses routiers. Ces hommes qui avaient commandé de ces troupes-là, qui avaient été licenciés pendant la guerre. On n'était pas encore à la guerre de 100 ans, mais il y en avait déjà de ces troupes. Donc c'était vraiment quelqu'un de ma famille. Donc je ne sais pas si Béranger avait envoyé à Sijan des gens pour administrer ecclésiastiquement Sijan, mais ce qu'il avait envoyé, c'est des gens pour tirer les bénéfices. Ça, oui. Et ces gens qu'il a envoyés, eux, ils ont fait tout leur possible, pire que le prédécesseur, c'est-à-dire qu'ils sont attaqués à ces gens, à ces familles anciennes qui avaient des choses, et ils leur ont fait. Alors, je présume qu'il y a eu la calomnie, il y a eu l'intimidation, et peut-être qu'ils ont acheté des choses, c'est possible. Mais j'ai remarqué que quand ils achetaient des choses, normalement, quand on achète à cette époque-là, quand on achète, on paye au possesseur, et puis, comme il a toujours un frère cadet, un cousin qui ont des droits, on obtient de ces gens aussi, on obtient la renonciation à la roi, on leur donne quand même un petit quelque chose. Là, non, là, ils ne le font pas. Là, une fois qu'ils obtiennent cocaine, ils se font donner cocaine. Ils payent cocaine à celui qui sait le cocaine, mais les autres, ils les obligent à renoncer à leurs droits, mais ils ne leur donnent rien. Donc tout ça, je me dis que tout ça, c'est des gens qui ont fait, ils se sont accaparés pratiquement tous ces gens, et simplement par l'intimidation. Parce qu'il y a un acte où il y a deux seigneurs de Sijan qui s'accusent. Ils s'accusent d'avoir été... comment ils disent ça?
Ils disent, voilà. Alors, ce sont des membres de la maison de ces gens. Faute d'avoir établi un prêtre à l'église paroissiale du castrum de Sijan, et d'avoir pu être responsable, faute d'avoir établi un prêtre en l'église paroissiale au castrum de Sijan, ils se sentent responsables de la perte non seulement des corps, mais aussi des âmes. Alors déjà, ça, ce genre de choses venant de seigneurs séculiers, c'est pas très logique. Mais n'empêche qu'en vertu de ça, on leur confisque l'église paroissiale de Sijan, et avec tous les revenus, bien sûr. Alors là aussi, on est en 1220. Je me dis, s'il le faut, cette église paroissiale là, s'il le faut, c'est déjà Saint-Félix. Parce que Saint-Félix sera attesté très peu après. Et ce type-là, quand il a senti que ça a commencé à sentir mauvais pour lui, parce que les légats pontificaux, ils l'ont pas lâché comme ça. Hein. Et à un moment donné, ça commençait à sentir le roussi pour lui. Alors, il a pris les devants, il s'est enfin pointé ici, mais il s'est pointé comme dans le camp des croisés. Voilà. Et il est allé avec les vicomtes de Narbonne, il est allé présenter la soumission de Narbonne à l'armée royale qui arrivait. Voilà. Il a tourné quand même en Kazakh, n'empêche que ça n'a pas marché. Il a été mêlé à la prise de Minerve. Il a dénoncé, je veux dire, là il n'avait honte de rien ce type-là. Il a dénoncé les soi-disant hérétiques et il a quand même été démis. C'est-à-dire qu'il n'a pas été jusqu'au bout de son. Le pape lui a enlevé Narbonne, mais pour le donner à un homme qui ne valait pas mieux que lui. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai le temps de faire. Le problème, c'est que le suivant, il compte parmi les plus importants. Donc, le suivant, normalement, vous en avez entendu parler. Il s'appelle Arnaud Amaury. Arnaud Amaury, il est connu parce qu'au siège de Béthune, on lui prête la fameuse phrase « Tuez-les tous et Dieu reconnaîtra le ciel ». On n'est pas sûr qu'il ait dit ça, mais par contre, on a un compte rendu qui fait au pape de ce qui s'est passé à Béziers, et je veux dire, ça revient au même. Hein. Il dit les nôtres n'épargnant ni le rang, ni le sexe, ni l'âge, ont fait périr par l'épée environ 20 000 personnes, et après un énorme massacre des ennemis, toute la cité a été pillée et brûlée, la vengeance divine a fait merveille. Donc vous voyez, ça revient au même. Hein. Donc c'est cet homme-là qui se retrouve archevêque de Narbonne et seigneur de Sijan. Alors lui aussi, c'était l'orgueil, il voulait être duc à la place de Simon de Montfort, il voulait porter le titre de duc de Narbonne, ça aurait fait bien ça. Et ça, il n'a pas pu l'avoir. Le Vatican a tranché en faveur de Simon de Montfort. Là aussi, sous lui, il y a eu encore des acquisitions de terres en Sijanais qui ont continué. Il a continué à avoir des seigneurs qui lui ont vendu des parties de Sijan. Alors, il y a une vente qui est intéressante parce que ça cite toutes les taxes qu'encaissaient les archevêques. Tolt, Test, service, cause, justice, asinaire. Alors, asinaire, c'était sur les ânes. Toutes les personnes qui avaient un âne étaient tenues, une fois là, de se rendre au château et de faire ce que le Seigneur lui demandait. Ceux qui avaient une paire de bœufs, une journée alors on leur accordait en dehors des semailles. Voilà. Donc tout ça, c'était prévu. Et tout ça, c'était les avantages qui venaient à l'archevêque de Narbonne. Bon, est-ce que ça vous juste ça? Est-ce que Pierre Amiel, je le fais ou est-ce que je le garde? Hein? Je le garde. Ouais. Ouais, parce que c'est important. Le suivant, c'est celui qui montre que contrairement, je ne sais pas si vous avez vu, certains d'entre vous ont dû assister, il y a une grosse décennie, il y a eu une conférence qui a été faite où il aurait fallu que tu passes
Ah, ben oui, du coup, mais ça fait rien. Montre-leur. Bon, ça, c'est. Montre bien sur le château, parce que c'est quand même celui qui reste au niveau du château. Ça, avec la rue du Bassin qui fait le fossé. Ça, c'est les archevêques auxquels je ne suis pas encore arrivé, bien sûr. Là, bon. Mais il y a quelques années, il y a quelqu'un qui est venu faire une conférence sur l'Inquisition. Pardon, sur les Cathares. Et qui a dit que si Jean n'avait rien à voir, il n'y a rien à voir. Si Jean n'a rien à voir, non. En réalité, c'est totalement faux. Et c'est pour ça que ça m'embête un peu de le bâcler, ça, parmi le peu de temps qui nous reste. Voilà, je préfère que si quelqu'un a quelques questions à poser, posez vos questions. Et Pierre Amiel, on se le réserve pour une autre fois. Et donc, sachez que la prochaine fois, on traitera de Sijan sous l'Inquisition. Et il y a une histoire de Sijan sous l'Inquisition. Voilà. Voilà, donc, il faut dire que l'histoire de Sijan, elle est beaucoup plus vaste que ce que beaucoup de gens le croient. Sijan était important. Je pense que le summum, pour certaines choses, le summum, ça a été vers la Renaissance. Par contre, là, j'ai à peine, temps, j'ai glissé un peu sur les échanges maritimes. Ces échanges maritimes font que Sijan a été une ville maritime d'importance. Et quand on arrive à la Révolution, M. Larguier, le professeur Larguier, croit qu'à la Révolution, l'essor de Sijan, ville maritime, non, c'est pas en train de péricliter, au contraire. Quand la nouvelle divorce d'avec Sijan, eh ben, la navigation, la marine sijanaise se porte encore très bien. Et c'est une époque où ça marche très bien. Donc sachez que durant les siècles, Sijan a été une ville maritime. Les ports, au début, ils ont été vers Port-Mahon, vers Lot, Max-Guy, Le Sauvier, on fait des recherches par là, on trouvait des avant-ports romains. À un moment donné, Sijan avait l'idée de se faire une voie de navigation propre qui venait de quelque part de Sainte-Lucie et qui venait atterrir. Mais à partir du moment où un archevêque leur a donné toute la partie de l'État qui part de Saint-Michel, Sainte-Lucie et qui va jusqu'à la Nouvelle, à partir du moment où Sijanais ont disposé de cette partie-là de l'État, alors là, ils ont tout axé sur la Nouvelle. Ce n'était pas la peine d'aller passer par Sainte-Lucie. La Nouvelle devenait carrément le voisin de pont de Sijan. Et les petits ports qui ont perduré par ici par là, ils ont dû continuer à faire un peu le système de transbordement pour ça. Mais le véritable port de Sijan, pendant des siècles, ça a été la Nouvelle. Voilà. Alors voilà, si vous avez des questions à poser, c'est là. Disons qu'on va arrêter à une quart. Si quelqu'un a une question à poser, il faut faire vite. Si personne n'a de questions à poser, c'est bien, moi ça c'est bon. Merci encore à Michel pour l'histoire. On recalera très vite une deuxième conférence pour faire la suite, ne vous inquiétez pas. Oui. Non, même la suite, je pense que ce ne sera pas une heure. Non. Non, parce que si on coupe trop, déjà je regrette qu'il y a des choses que finalement, ces actes dont je vous parlais, là, ils sont très explicites. Ces actes du fonds Europe, ils sont très explicites. Ils donnent des détails et on sent que l'histoire de Sijan se fait petit à petit. Et en même temps, le bourg s'étale, il y a aussi la vie communautaire. Donc, à un moment donné, l'archevêque il y a un bail. Tout à l'heure, j'ai parlé de M. Soulier, il y a M. Pégelaclos, qui a aussi logé chez Sijan même. Si jamais, c'est ça. Et ça aussi, c'est intéressant. À un moment donné, la communauté commence à exister avec un pitié, un bail, des consuls. Et Sijan, l'archevêque reste le seigneur en titre,
Mais de même que maintenant il y en a plein, à l'époque, il y avait des consuls qui savaient le rang. Donc le premier consul, finalement, il avait ramené des décisions aussi importantes que celles de mer. Voilà. Ça fait la transition pour la semaine prochaine. Merci encore à Michel. Et sachez qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une conférence sur la famille Ferry à Saint-Jean, donc c'est 17e, 18e siècle. Et le 3 juin, c'est notre collègue Fabien Tornier qui va nous parler de la commune de Narbonne. Voilà, donc si vous voulez rester, on va partager un petit verre de vin qui touche sur notre gauche.